Donc, voilà comment je vois cette émission pour ce soir. Avant de parler du grand Hayao Miyazaki, parce que pour moi, il n'y en a qu'un, je vous donnerai quelques superlatifs que j'utilise souvent en ce qui le concerne. Je vais donc faire cette émission en 3 temps. On va d'abord commencer par Hayao Miyazaki. Ensuite, je donnerai une réponse, une légitimité qui m'a poussé à répondre à Eric Zemmour sur le manga, puisqu'il y a eu pas mal de vues apparemment sur cette émission, sur ce podcast. Et puis ensuite, je développerai, si on a encore du temps, mais je pense qu'il y en aura, et je répondrai à certaines de vos questions qui me sont parvenues par mail ou autres. Voilà, donc je partagerai mon expérience là-dessus et je ferai une rapide présentation de ma personne pour vous donner un peu ma légitimité en ce qui concerne le manga et le jeu vidéo et d'autres d'ailleurs. Comme tous les passionnés, je pense qu'on a tous une légitimité. Donc on va commencer par Hayao Miyazaki. Et Hayao Miyazaki, c'est un grand qui est né le 5 janvier 1941 à Tokyo. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup de mangaka. C'est une profession qui est en développement, qui continue à fonctionner, mais c'est des machines. C'est-à-dire que dans la société japonaise d'aujourd'hui, comme celle d'hier, les mangakas devaient produire et doivent toujours produire une quantité de feuilles par jour, environ une quarantaine de feuilles par jour. Donc c'est des gens qui ont un talent, mais qui fument, mais comme des pompistes. Ils ne s'arrêtent pas. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que Miyazaki, et comme tous les mangakas qui ont un peu les moyens, parce qu'il n'a pas fait que du manga, il a fait d'autres choses, mais on va en parler. Dès qu'ils ont les moyens, ils s'éloignent de Tokyo parce qu'ils ont besoin de respirer, donc ils vont souvent à la campagne. Par exemple, on a parlé de Leiji Matsumoto lors d'une précédente émission. Leiji Matsumoto, il a sa petite maison à Okinawa. Enfin, il a vraiment, c'est très très loin de la grande ville tokyoïte. C'est des gens qui justement essaient de trouver l'inspiration et le calme et la nature. Et c'est encore une fois un contraste assez intéressant entre le Japon traditionnel et le Japon moderne, et je trouve ça intéressant. Donc, Miyazaki est né, donc je vous l'ai dit, le 5 janvier 1941, et il a, avant de fonder les studios Ghibli, il a travaillé pour la Toei Animation, et ça, peu de gens le perçoivent et le savent, mais c'est important puisqu'il a appris les bases de son travail là-bas. On le reconnaît assez facilement, le style Miyazaki, parce qu'il aime bien les animaux. Il a un petit côté La Fontaine, d'ailleurs, c'est intéressant. Il est assez poète dans sa vision du manga et de l'animé en règle générale. Et puis alors, il y a énormément de choses à voir avec lui. Donc j'ai fait, même pour une mémoire comme la mienne, j'ai fait un petit listing, on se dit tout. J'ai fait un petit listing et donc on va aborder, on va dire, œuvre par œuvre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, et d'où l'intérêt d'avoir une émission un petit peu plus longue que d'habitude. Donc j'ai sélectionné quelques chefs-d'œuvre parmi tant d'autres. On va parler de Totoro, puisque Totoro, c'est quand même ce qui a commencé à le faire connaître. Alors, encore une fois, c'est assez paradoxal, puisque il est assez connu en Asie. Je pense que il n'y a pas un Japonais qui ne connaît pas Miyazaki, ou alors il faut vraiment qu'il habite sur la planète Mars. Paradoxalement, en Occident, il a commencé à se faire connaître quand Disney a eu les droits de distribution des studios Ghibli. C'est-à-dire que Disney a racheté les droits, si vous voulez, de la distribution des films de Ghibli, parce qu'ils avaient peur un peu de la concurrence, on va dire ça plus simplement. Voilà. Donc ils se sont dit, c'est plus simple si on est distributeur. Alors, il y en a beaucoup qui me disent que c'est un pacte avec le diable. On parlera de monsieur Eric Zemmour en deuxième partie d'émission, un petit lien avec l'actualité. Mais en fait, non, pas vraiment. Enfin, je comprends ce point de vue, si vous voulez. Mais il y a d'autres choses aussi à prendre en compte là-dedans. C'est que le fait que justement Disney ait pu procéder à sa distribution, donc ils ont eu ces droits-là en 96, donc entre 96, ça a permis une meilleure diffusion, encore une fois, de Miyazaki. Et justement, un an après, pour moi, allait sortir le chef-d'œuvre de Miyazaki absolu, donc en 97, en
97. Donc Princesse Mononoke, Mononoke Hime. Alors, pour parler de Mononoke avant Totoro, puisqu'on peut parler de Totoro, mais là je suis lancé sur Mononoke. Mononoke, ça a demandé 3 ans de travail, dont 97% a été fait à la main. A été fait à la main, ça ne veut pas dire qu'il a fait les kilomètres et les kilomètres de dessin tout seul. Il avait à peu près 800 collaborateurs qui corrigeaient eux-mêmes à peu près 1000 décorateurs, et ça a été un travail absolument titanesque. Mais titanesque, c'est absolument incroyable. Et ce grand monsieur a fondé aussi parallèlement, évidemment, une fois qu'il est sorti donc de la petite expérience, qui est quand même pas rien, hein, travailler pour la Toei Animation, c'était déjà faire preuve d'un certain talent, puisque au Japon, vous avez pour la formation des mangaka, on reviendra aussi sur un chiffre statistique intéressant à propos des mangaka, mais je vais vous en dire un mot dans quelques minutes. Ce qui est intéressant à propos de la Toei Animation, c'est que déjà, rien que pour devenir un mangaka, donc un dessinateur de BD japonais professionnel, il y a des concours qui sont passés. C'est-à-dire que vous passez des concours et ensuite, il y a encore des écoles de spécialisation sur le manga proprement dit. Et après, si vous avez de la chance, vous arrivez à survivre du métier. Il faut le savoir. Moi, j'ai croisé beaucoup de copines ou même de potes, hein, comme on dit, qui me disent « moi, je veux devenir dessinateur, etc. » Je dis « mais alors, le vrai chiffre, les vraies célébrités, comme Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball Z, etc., Dr. Slump, entre autres, les vraies grandes célébrités, les grandes stars, il y en a 0,04% sur la population globale des mangaka, c'est-à-dire déjà des dessinateurs professionnels de BD japonaises. Donc, c'est vraiment pas grand-chose au niveau du pourcentage, voilà. Mais parfois, il vaut mieux donner des chiffres réalistes que de croire au miracle. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir confiance en son talent et l'exprimer. D'ailleurs, heureusement qu'il était là. Et pour utiliser un premier superlatif, quand je pense à Hayao Miyazaki, j'ai un copain cuisinier qui me disait souvent, quand il était fier de son plat, il me disait « tu vas avoir un orgasme culinaire, tu vas jouir de la bouche ». Voilà. Et moi, quand je regarde Miyazaki, j'ai un orgasme visuel. Voilà. Je jouis littéralement parce que c'est absolument magnifique. Et alors, la petite anecdote à propos de Totoro, je pense que c'est pas la peine de s'éterniser sur Totoro, quoi. Je veux dire, les décors, c'est absolument grandiose. Tout est beau dans Totoro, et on parlera aussi des musiques d'ailleurs. Totoro, c'est intéressant puisqu'il en a rêvé quand il était enfant. Lui, il a une enfance très imaginative, Miyazaki. Donc, ça explique pas mal de choses. Il a rêvé Totoro, mais après, rester à mettre ça en forme, quoi. Et le fait d'avoir un début de quelque chose et d'en faire ce qu'on en fait aujourd'hui, quand on voit que ça a été fait en 88, hein, ça a été fait en 88, alors après, il a enchaîné les choses, parce que il y a eu Sherlock Holmes qui déjà en 82 lui avait donné une certaine aura. Il y avait eu avant Sherlock Holmes, il y avait eu donc Conan, fils du futur en 78, en 78. Et puis ensuite, alors évidemment, Totoro, là, ça a été la révolution, puisqu'en plus, il y a Joe qui a travaillé avec lui, ils sont devenus copains d'ailleurs. Un très grand compositeur qui a fait pas que Totoro d'ailleurs, Mononoke, Sen no Shiro, Le Voyage de Shiro en 2002 aussi. Donc tout ça, c'est des chefs-d'œuvre qui, mis bout à bout, évidemment, n'ont fait que renforcer sa renommée. Et puis alors, là où le paroxysme est atteint, c'est qu'ils ont quand même réussi à fonder avec Isao Takahata. Alors Isao Takahata, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent son nom comme ça, mais c'est l'auteur du Tombeau des Lucioles. Alors, il faut savoir un truc, c'est que Isao Takahata, il n'était pas très copain avec Otomo, qui est d'ailleurs l'auteur d'Akira et de Memories. Alors, pourquoi parce que pour lui, il disait par exemple qu'Akira, qui a été le premier long métrage, hein, le premier long métrage diffusé au cinéma en tant que œuvre japonaise, animé japonais, il disait que c'était de la violence un peu gratuite. Donc, vous voyez, hein, parfois, même entre grands,
on peut ne pas avoir la même interprétation sur le sens des œuvres de chacun. Et donc voilà, il trouvait que c'était gratuit. Et bon, lui, on sent que les Japonais quand même ont été très marqués par la guerre, hein, par l'envahissement des Allemands et surtout des Américains. D'ailleurs, petite parenthèse culture, si vous allez au Japon, pas forcément dans les grandes villes comme Shinjuku, etc., mais même dans Shinjuku, parfois, au détour d'une ruelle, et c'est ça qui est bien, moi j'ai eu la chance d'y aller quelques fois, vous tombez dans des petits quartiers avec des petits théâtres, comme ça. Et moi, je me suis renseigné et je suis allé voir une de ces pièces de théâtre et il mimait un G.I.C. avec une lycéenne ou une jeune femme nippone qui se faisait violer. Donc évidemment, on décrit pas la scène du viol véritablement, il lui arrache pas ses vêtements, mais enfin, il y a toute une chorégraphie et qui prouve bien qu'il y a eu quand même un léger traumatisme, chose qu'on peut comprendre. Parce que les Américains, ils sont pas très, avec tout le respect que j'ai pour eux, il y a des grands auteurs aussi aux États-Unis, ils sont pas très, fins dans leur façon de régler les problèmes. C'est un peu on rase gratis et puis on se fait plaisir en même temps. Et malheureusement, l'histoire, puisqu'on en parlera tout à l'heure à propos de Monsieur Zemmour, malheureusement, l'histoire donne souvent raison aux actes violents et gratuits, comme à la pensée simpliste d'ailleurs. Voilà. Mais donc voilà, Miyazaki, c'est vraiment quelque chose d'absolument grandiose. Donc il y a eu Mononoke, qui pour moi a été, je pense, son meilleur chef-d'œuvre. Alors il y a discussion. Personnellement, j'aime bien aussi Sen no Shiro, donc le voyage de Shiro, 2002. En 2002, il commençait déjà à fatiguer quand même. On sentait qu'il était fatigué. D'ailleurs, ça a pris un peu moins de temps. Ça a quand même pris 2 ans et demi. Voilà. Et puis, il a annoncé sa retraite assez récemment, mais ça fait un moment que c'est son fils qui a un peu repris les rênes. Et ben Ghibli, c'est un peu comme Disney, même si ça baisse en qualité, bon, on le sent moins que Disney, quoi. Voilà. Ghibli, c'est voilà. Et le petit parallèle par rapport à la bande-annonce que j'ai faite avant de lancer cette émission, c'est que pourquoi ça a sauvé Disney? Parce que justement, au moment où Disney a racheté les droits de distribution des studios Ghibli, les Japonais ont hésité un peu. C'est-à-dire, il y a eu pas mal de discussions, pas seulement au niveau des gros chiffres, parce que ça s'est chiffré quand même assez élevé, moins que pour Star Wars, mais quand même, il y a eu des chiffres importants. Ça s'est chiffré très vite, et puis les Japonais ont dit oui, mais non, on n'a pas tellement envie de se faire envahir une deuxième fois, quoi, de façon un peu triviale. Et puis finalement, ils ont convenu que c'était un bon moyen de se faire diffuser. Mais voilà, donc ils sont arrivés à un compromis comme ça, et ça a arrangé Disney. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus d'idées. Ils n'avaient plus de scénario, d'ailleurs, on peut facilement le prouver. Hein. Suite à ça, il y a eu des suites, voilà, La Petite Sirène 2, Le Livre de la Jungle 2, bon. Il y a eu 2-3 choses qui en sont sorties, qui sont pas mal, mais on s'éloigne, à mon avis, du sens premier du dessin animé, quoi, voilà. Sans vouloir comparer toujours le dessin animé japonais et autres. Faut pas toujours comparer, mais enfin bon, le trait, c'est quand même important dans le dessin animé, sinon, on n'en fait pas, tout simplement. Voilà. Et alors, moi, j'ai eu la chance aussi, pour continuer à parler de Miyazaki, j'ai eu la chance de visiter les studios Ghibli qu'on appelle en fait le Ghibli Museum. C'est comment vous dire, c'est une espèce de parc d'attractions, mais on sent une âme quand on rentre là-dedans. Il y a des espèces de grands jardins avec des représentations grandeur nature, de tel ou tel décor, de tel ou tel long métrage, et puis vous rentrez à l'intérieur, vous avez des grands couloirs très traditionnels avec des celluloïdes le long des murs. C'est absolument magnifique. Encore une fois, les celluloïdes, pour un fan, pour un otaku, c'est le Saint Graal, quoi. C'est le dessin original qui a servi à un moment donné à développer le film. Donc pour nous, c'est très important. Et j'ai regardé, j'ai fait ma petite enquête avant de lancer cette émission, j'ai regardé quelques endroits au Japon, pas forcément au Japon, parce que paradoxalement, c'est pas là où c'est le plus cher. Il peut y avoir des endroits où c'est très cher, mais le plus cher,
C'est sur eBay, comme beaucoup de sujets, hein, comme les PS4 quand elles étaient sorties, c'était là que c'était le plus cher. C'est là le problème, c'est que les gens parfois profitent un petit peu, mais alors j'ai vu les prix, c'est abusé. C'est-à-dire moi par exemple j'aime bien les cités d'or, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'ai payé ça dans les 150 euros. Et la même chose, je leur ai payé à peu près 4000 yens au Japon, c'est-à-dire à peu près 32 euros. Voilà. Et en Miyazaki, on parle de celluloïdes, donc de dessins originaux, qui commencent à 700 euros, 800 euros et qui peuvent atteindre, j'ai vu, jusqu'à 3900 euros. Donc, on veut bien être fan, mais je pense que dans fan, il y a fanatique, et j'ai pas envie de devenir fanatique non plus, quoi. Après, je peux comprendre que si c'est vraiment le cadeau de sa vie, pourquoi pas. Moi, je veux pas juger. Je suis tombé, donc, pour me présenter quelques secondes, avant de continuer sur le sujet, moi, je suis tombé dans le manga et dans la Japanimation en règle générale quand j'étais plus jeune et vraiment tout petit, quoi. J'ai fait l'Obélix, mais l'Obélix du manga. Et j'ai fait mon premier voyage au Japon à 20 ans. J'ai appris de ce pays beaucoup. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup le côté traditionnel et moderne du Japon en même temps. Je trouve ça absolument magnifique. J'ai appris là-dessus. Et puis, j'ai passé ensuite 12 à 13 ans, voire 14 même, à côtoyer des éditeurs, à faire de la vente, à travailler dans le manga, et donc forcément à apprendre, puisqu'il y a des choses qu'on ne vous apprend pas à l'école, ça je pense que vous le savez. On vous apprend surtout, vous apprenez surtout dans votre métier. Thèse fermée, en tout cas Miyazaki, il n'a pas besoin de moi. Et bon, il a pris effectivement, comme je vous le disais, sa retraite dernièrement, mais je pense quand même qu'il a un œil sur son fils, même si c'est moins bon. J'ai quand même une tendresse pour les studios Ghibli, et heureusement que Ghibli, encore une fois, a permis à Disney de distribuer Ghibli, puisque Disney, ils étaient vraiment au bout du rouleau, et maintenant on regarde, franchement, c'est surtout de la 3D. Comme je l'ai dit lors d'une précédente émission, je suis vraiment pas fan de la 3D. Je trouve encore une fois que le dessin a vraiment un côté très personnel et très fort, et qu'on y perd vraiment en émotion, quoi. D'ailleurs, Miyazaki, pour parler encore de lui, il a ce côté très humain, il arrive vraiment à croquer, à dépeindre les personnages. On regarde la petite fille Mei dans Totoro, c'est tout à fait ça, elle a exactement les mêmes comportements, on voit le visage, c'est absolument magnifique, on est totalement imprégné par le personnage, on la supporte du début à la fin, c'est vraiment merveilleux. Voilà, donc pour être un enfant, c'est Einstein qui disait d'ailleurs que la science n'est rien sans l'imagination, voilà. S'il n'y a pas des gens qui imaginent des univers, qui vous ouvrent un petit peu l'esprit, eh bien, ça donne des conflits et on schématise un peu tout. Et ça va m'amener justement à la deuxième partie de mon intervention, qui est, alors, le but de mon intervention face à Éric Zemmour. Vous avez été nombreux, d'ailleurs, à suivre cette intervention. Je vous en remercie une nouvelle fois. Donc, mon intervention, elle est simple, hein, elle vient du fait de ma légitimité, dû au nombre d'années d'expérience que j'ai eu par rapport au manga et compagnie. Et j'aime beaucoup le personnage, mais je ne désespère pas un jour de le convaincre qu'il s'est trompé, puisque le simple fait qu'on ait parlé de Totoro, on aurait pu parler de Porco Rosso, par exemple, le doublage de Jean Reno, hein, Porco Rosso, sur Miyazaki. Voilà. Donc, rien que Miyazaki, si on parle de Miyazaki à Zemmour, je ne suis pas sûr qu'il resterait complètement planté sur sa position. Mais j'avais promis de le défendre, et c'est ce que je vais faire, notamment en réaction par rapport à un mail que j'ai reçu d'un auditeur qui m'a reproché de trouver, grosso modo, sympathique le personnage. Voilà. Il m'a dit, en substance, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais il m'a dit, mais pourquoi vous soutenez ce personnage qui a des propos machistes, quasiment antisémites, il me révulse au plus haut point. J'avais noté cette phrase assez incroyable, hein, me révulser carrément. À mon avis, il dort pas de la nuit. En écoutant Monsieur Zemmour, il doit avoir des relents. Alors, il parlait de son livre, voilà, Le suicide français. Alors moi, je ne l'ai pas encore lu. J'ai vu des extraits, comme on dit dans ces cas-là,
Et par contre, je suis pas mal de ses interventions à Monsieur Zemmour. Alors, il y a des choses que je trouve assez incroyables. D'ailleurs, je me suis permis de laisser un petit message sur un lien, sur un service public, parce que on comparait les choses, enfin, on exagérait les propos. Alors, sur Vichy, j'ai écouté, par exemple, il était interviewé sur RMC par Monsieur Bourdin, qui lui demandait s'il était négationniste. Donc négationniste, ça veut dire remettre en cause l'existence des chambres à gaz. Donc en gros, vous niez ça, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment sûr? Pour moi, ça n'a pas existé, etc. Donc lui, il n'a jamais dit ça. À propos de Vichy, ce qui conteste, c'est l'unique vision. L'unique vision de Vichy, sous-entendu, c'était horrible, effectivement. D'ailleurs, il l'a dit aussi, hein, il a dit, Vichy, ça mettait des lois clairement antisémites, donc anti-juives. Il est bien placé pour le savoir. Hein, donc, ça, il ne le remet pas du tout en question, premier point. Deuxième point, il dit, et ça c'est un fait historique encore une fois, il me dit oui mais il n'est pas historien, il fait des fautes historiques. L'auditeur en question me disait ça dans son mail. Mais il n'a jamais prétendu être historien. Lui, il constate les faits. Et les faits, c'est quoi? C'est qu'en Suède, par exemple, où il y avait 2 fois plus de justes, donc de personnes dans le droit chemin, hein, qui ont aidé les juifs, il y a eu quasiment 100% des juifs exterminés en Suède à la même époque. Donc il part d'un simple constat qui est de dire, eh bien, si une grande partie des juifs français, parce que pas tous, même français, ont été sauvés, c'est bien qu'il y ait dû avoir autre chose, parce que il y avait 2 fois plus de justes, encore une fois, en Suède qu'en France. Donc s'il y avait 2 fois plus de justes en Suède qu'en France, et que ça n'a pas suffi pour sauver les pauvres juifs, entre guillemets, suédois, expliquez-moi comment la France a fait. Donc il a dit, ce qui est vrai, hein, il y a d'autres historiens qui, bon, pas tous, mais il y a d'autres historiens qui vont dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est pas, il n'y a pas que Zemmour qui le dit. Hein, il y en a d'autres qui le disent. Hein. Il a dit donc, mon frère est plutôt dans cette optique-là aussi, il connaît assez bien l'histoire et notamment la période nazie. Il a dit que Pétain avait fait un pacte avec le diable, je cite, hein, il n'a pas dit le pacte avec le Père Noël, il a dit le diable, et qu'on pouvait trouver ça horrible sans savoir qu'ils allaient en exterminer une bonne partie jusqu'en 1942. Donc, quand on attaque quelqu'un en boule de neige comme ça, je trouve pas ça normal. Voilà. Moi, j'attaque quelqu'un quand je trouve qu'il exagère et quand je vois qu'il ne maîtrise pas son sujet. Monsieur Zemmour, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Zemmour, je ne partage pas toutes ses idées, je l'ai bien précisé aussi, c'est ce que j'ai dit à l'auditeur, j'ai dit, je ne partage pas toutes ses idées, sur le manga il se plante, il ne maîtrise pas son truc, mais ne confondez pas les sujets, vous regardez un truc, vous regardez une émission qui parle d'un sujet, qui parle du manga, de la Japanimation, et ne voyez pas tout le temps son bouquin partout, quoi. Sinon, faut pas l'acheter. Si vous savez que vous n'allez pas aimer, faut pas acheter des trucs qui vont faire grandir en vous cette haine qu'on sent presque, voilà. C'est presque comme s'il suffisait d'un petit bout d'allumette pour allumer le truc et puis le rendre fou, quoi. Donc c'est ça qui moi me dérange dans ces démarches, c'est-à-dire le côté simpliste de la pensée. Voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais voilà, c'était juste une petite réponse comme ça pour répondre à notre auditeur. Cela dit, je n'ai rien contre l'auditeur en question, mais j'essaye d'avoir une vision, on va dire, plus globale des problèmes et essayer de cerner un peu les choses. Voilà. Cela dit, j'ai pas envie de lancer d'attaque personnelle. Et il est resté tout à fait correct en précisant bien que j'avais mon opinion et qu'il avait les siennes. Mais c'est facile, quoi. Voilà. Puisqu'on peut parler et qu'on a le temps de parler de sujets un peu plus larges pour ce soir, je trouve que la pensée unique, c'est quand même fatigant. Voilà. On n'a même plus le droit de rigoler. Je veux dire, en France maintenant, j'ai souvent tendance à dire, vous savez, parce que moi je regarde la France de là où je suis, hein, évidemment, et j'ai souvent tendance à dire que la France est une monarchie qui s'est déguisée en démocratie. Voilà. Et pourtant, j'aime la France, j'aime l'histoire de France,
Et je suis pas d'accord avec tout ce qu'a fait Napoléon, même si je maîtrise pas aussi bien le sujet que Monsieur Zemmour. Mais voilà, je trouve que c'est un très beau pays. Et les Japonais ont une fascination pour la France très très grande. Très très grande. Il y a Mana, par exemple, pour changer un peu de sujet, Mana qui est le leader de Malice Mizer, mais aussi celui qui a créé la marque Moi-même Moitié, qui est une marque gothique romantique, s'inspire de la France, hein, et est totalement français. D'ailleurs, lui qui ne parle à personne dit qu'il y a deux choses qui l'intéressent, c'est entre guillemets la culture française, la cuisine française, les châteaux français, et c'est tout. Il ne voit pas l'intérêt de parler à quelqu'un qui n'a pas le même avis que lui, puisqu'il n'a pas le même avis justement, donc ça lui ferait perdre son temps. Voilà. Mais la France, il le garde en exemple quand même. Donc c'est bien que ce pays peut toucher un très large public. Voilà. Donc c'est pour vous dire, et pour la conclusion, qu'on peut défendre son idée sans être excessif. Encore une fois, et Monsieur Zemmour a des qualités qui sont incontestables. Il a quand même un cerveau, il sait s'en servir. Moi, j'aimerais beaucoup lui parler. Ça doit être très enrichissant. Mais encore une fois, quand on maîtrise un sujet, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand je maîtrise quelque chose, je prends position. Mais ça n'empêche pas aussi d'être un minimum clairvoyant. Voilà. Alors, cette émission un peu particulière sera rediffusée demain. À la même heure. On essaiera de faire un montage au niveau du son. Voilà. Et j'essaierai de voir avec mon copain aussi si c'est possible de faire un montage un peu plus pointu. Et quant à la spéciale de Final Fantasy VII que j'ai annoncé aux téléspectateurs, parce qu'on fait aussi des vidéoconférences de temps en temps, et j'avais annoncé ça sur vidéoconférence sur une autre chaîne, on essaiera de filmer détail par détail. Mais comme c'est un jeu qui prend énormément de temps, j'essaierai d'avancer de mon côté quelques parties et préparer quelques astuces pour gagner du temps, en essayant d'être un peu plus précis géographiquement, on va dire, avec une carte, etc. Et on fera ça en temps réel. Moi, j'aimerais bien faire cette émission en live, ça serait une première, ça serait intéressant. Même si c'est quand même plus facile de faire un montage, il y a moins de ratures, un peu comme ce soir, mais une fois qu'on est lancé, vous voyez, il reste quand même de la qualité. C'est bien que l'âme n'a pas changé. Voilà. Et encore une fois, notre but à nous, c'est tout simplement de diverger, d'avoir des opinions différentes, de montrer une image qui, moi, m'a passionné du Japon dans sa globalité. On parlera d'ailleurs de la K-pop et de la J-rock à nouveau, puisque le copain en question était un petit peu fatigué dans le débat. Le débat qu'on a eu était intéressant, mais enfin, il a regretté après. Voilà. Comme on a trouvé le moyen d'allonger les vidéos maintenant, on fera des débats un peu plus poussés sur beaucoup de sujets, et notamment une grande spéciale sur Final Fantasy VII, où, à mon avis, j'aimerais bien faire l'émission en deux parties, c'est-à-dire une partie astuce avec le jeu tel qu'il se déroule, donc vous auriez mes commentaires, mes modestes commentaires dessus, et puis une deuxième partie où il y aurait un débat, on serait 3-4 autour de la table et on débattrait de la psychologie des personnages ou de l'ambiance globale, etc. Mais alors là, spécifiquement sur le 7, parce que le problème c'est que dès qu'on parle de Final Fantasy, il y a toujours des gens qui viennent vous dire moi je préfère le 8, moi je préfère le 9, moi je préfère le 10. Alors, un simple détail que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand on aime le 7, on aime le 9 en même temps. Voilà. Et ceux qui aiment le 8 aiment le 10 en même temps. Alors, je ne fais qu'une constatation. Ça peut s'expliquer, mais moi, j'ai toujours eu une tendresse, même plus qu'une tendresse, une fascination pour le 7, ne serait-ce que pour Sephiroth. Voilà quoi, c'est un peu comme les musiques des Cités d'Or. J'enregistrais ça sur un magnétophone à l'époque. Il n'y avait pas encore de CD. Je suis un vieux. Hein. Voilà. Il n'y avait pas encore de CD à l'époque et voilà, j'enregistrais la musique de fin de Sephiroth exprès sur magnétophone pour me l'écouter en boucle toute la journée. Et c'est comme ça qu'on
qu'on fait grandir son imagination et son appétit. Et quand on dit encore une fois, comme Nagui, que le jeu vidéo est abrutissant, il y en a qui feraient mieux de se regarder en face. Parfois, ça fait pas de mal. Vous connaissez la fameuse phrase, hein, quand je me regarde, je me désole, mais quand je compare, je me rassure. Hein, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours être fier de ce qu'on est, sans excès, mais être conscient qu'on peut apporter des choses un peu différentes. Et c'est un peu le but, modestement, d'Internet aujourd'hui. Et puisqu'on parle d'Internet et des réseaux sociaux, vu que j'ai fait ma petite pub pour YouTube, je tiens à dire également à Monsieur Ruquier que les réseaux sociaux, c'est pas forcément que des djihadistes, des criminels et des gros d'extrême droite. Les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger comme dans tout. Et personnellement, j'aime pas l'émission de Ruquier. J'aime pas trop Aymeric Caron non plus. Cette façon qu'il a de couper la parole systématiquement. Enfin voilà. Mais j'en dégoûte pas les autres et puis je respecte totalement l'opinion de chacun, voilà. Mais donner des simplifications parce que ça fait genre hein, de critiquer à la maison, c'est quand même assez facile, voilà. Donc on peut discuter. D'ailleurs, pour parler du Japon, j'ai des copains qui sont pas d'accord avec certaines choses. Le Japon, il y a ce qu'on appelle par exemple des mangas troncs. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est que les mangas troncs. Mais les mangatrons, c'est des corps humains sans bras et sans jambes. Voilà, on appelle ça des mangatrons et c'est des hors-série et vous pouvez acheter ça au Japon en pleine journée. À n'importe quelle heure de la journée, vous arrivez, vous achetez ça et ça coûte 350 yens, 400 yens maximum, donc à peu près 2,50 € je crois. Voilà, 2,50 € et vous achetez ça. Alors, il y a quelques hors-séries qui sont un peu plus chers. Moi, j'ai même pas acheté. Hein. J'ai regardé ça 2 secondes. Ça m'a dégoûté. Mais on peut dire qu'il y a des choses qui sont assez terribles au Japon. On peut parler de la misère sexuelle au Japon, par exemple. Parce que ces mangas-là viennent aussi de la misère sexuelle. Alors, évidemment, on peut faire des généralités. Mais parlons-en, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe au Japon avec le sexe? Le problème, c'est que vous avez une société japonaise qui marche à 5-6 vitesses. Il faut savoir, pour la petite anecdote comique, qu'à l'époque des 35 heures, quand ça a été voté en France, parlons des 35 heures, hein, quand ça a été voté en France, il y a le ministère japonais qui a envoyé le ministre du Travail japonais pour savoir comment la France faisait pour continuer à tourner en travaillant 35 heures. Parce que lui, il travaille 35 heures en 2 jours. C'est ça. Donc vous arrivez dans une situation, pour en revenir à la misère sexuelle, où les hommes travaillent parfois jusqu'à 17-18 heures par jour, où les femmes font pareil ou presque, parce qu'il y a le ménage ou autre, sans compter le travail. Et c'est un déshonneur de ne pas travailler. Moi, j'avais un collègue français lors d'une convention qui m'expliquait qu'étant européen, il fallait qu'il arrive le premier et qu'il reparte le dernier parce qu'ils avaient une opinion des Européens en disant les Européens sont des fainéants, sont des gens qui travaillent pas, quoi. Donc voilà, et donc ces gens sont tellement fatigués à la sortie qu'ils n'ont plus de vie sexuelle. Hein, comme le disait quelqu'un que je ne vais pas citer parce que sinon on va encore avoir des problèmes, mais après tout pourquoi pas, Alain Soral expliquait très bien que on n'a pas la même plénitude sexuelle, qu'on soit chômeur, qu'on soit cadre supérieur, voilà. Et moi j'ai rien contre le combat féministe, mais il y a des féministes qui viennent promouvoir la liberté de la femme et qui s'occupent d'une certaine classe sociale, mais qui n'ont pas conscience que si elles peuvent s'exprimer aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont les moyens de s'offrir une boniche pour s'occuper de leur appartement et grand bien leur face. Donc c'est plus compliqué que ça. Et évidemment, quand l'homme est fatigué et la femme aussi, eh bien on est moins en capacité. Et en parlant des chiffres, il y a très très peu de natalité. Le Japon est sérieusement menacé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées migratoires au Japon. Je crois qu'ils sont à, si je me souviens bien des chiffres, à 2% d'entrée migratoire. Donc ils hésitent maintenant à passer à 5-6% et parce qu'ils sont menacés. Voilà. Donc pour la petite phrase comique, je me porte volontaire. S'ils cherchent un reproducteur, vu la magnifique beauté des japonaises et l'histoire du Japon, je me porte volontaire pour
pour assumer une paternité prolongée. Voilà, je lance le message. Si vous m'entendez, pourquoi pas. Voilà, écoutez, je pense qu'on va stopper là l'émission et on fera une émission, encore une fois, très complète sur la société japonaise. Mais j'ai un ami qui a vécu, je crois qu'il a fait 5 ou 6 ans là-bas, puisqu'il est parti en voyage d'études et puis il a fait une petite carrière modeste de dessinateur design. Il designait les maisons. Et on va pouvoir parler d'un tas de choses qui se rapprochent, puisque chaque mot a une signification précise au Japon. Et c'est simplement magnifique, quoi. C'est millénaire, hein. C'est millénaire vraiment la culture japonaise. Et le manga fait partie de cette culture. Encore une fois, il n'y a pas que le manga. Moi, j'ai été passionné par le Japon. Le manga, j'ai compris très vite que ça faisait partie de la culture japonaise. Mais vraiment, le Japon, c'est un ensemble de choses. Et on ne peut pas résumer le Japon qu'au manga. Voilà. Mais loin de là, j'imagine bien votre idée de résumer que le Japon au manga, puisqu'il y a le samouraï. Enfin, voilà, on pourrait en parler des heures. Sincèrement, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et je ferai un débat avec plusieurs personnes. Ça aura l'avantage de me couper la parole au bon moment. Et puis, voilà, donc on débattra sur ce sujet-là. Alors, je vais voir ce que ça va donner au niveau du son, au niveau du rendu pour cette émission. On essaiera de la retravailler. J'essaierai de ne pas censurer, parce que je n'aime pas censurer, même quand on a des hésitations, même quand on cherche un peu nos mots. C'est d'ailleurs le cas pour la spéciale des Cités d'Or. Alors, pour la petite anecdote sur la spéciale des Cités d'Or, j'avais un peu hésité parce que, à un moment donné, j'étais là, alors les Cités d'Or et le format papier, parce que je voulais déjà parler des celluloïdes. Et c'est pareil, c'est très difficile la radio parce que vous devez trouver un bon compromis entre celui qui s'y connaît, qui fait partie de la famille du manga, du Japon et d'autres choses, hein, du jeu vidéo, de tout ce qui peut se rapprocher à cette culture-là, et ceux qui n'y connaissent pas. Voilà. Alors, par exemple, pour l'émission de Zemmour, je pense modestement m'en être un petit peu mieux sorti que certaines. Mais c'est pas évident, quand on est professionnel depuis 12 ou 13 ans, de trouver un bon compromis entre les deux. Il y a une dame qui m'a envoyé un commentaire en disant « j'ai pas tout compris ». Alors madame, si vous écoutez ce podcast ou cette émission en live, pourquoi pas, j'en suis désolé. Mais c'est très très compliqué, il faut vraiment faire la différence entre le format papier et le format animé. Et il y a eu beaucoup d'erreurs de la part des Français, spécifiquement des Français d'ailleurs, parce qu'en Italie, par exemple, moi qui ai du sang italien, il n'y a pas eu beaucoup de censure et les doublages ont été respectés. On parlait de Couteau de Ken, donc de Ken le survivant, à propos des choses violentes. Au moins, ça a été doublé jusqu'au bout en Italie. Il y a vraiment tous les épisodes qui sont disponibles. Voilà. Donc, c'est bien la preuve que quand on s'en donne la peine, on peut terminer encore une fois les choses jusqu'au bout. Un peu comme cette émission, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup.